en fait, les termes qu'on utilise pour parler de nature, ils varient. Ma voisine l'a bien dit. Et il y a un certain nombre de termes qui ont été en concurrence, environnement, biodiversité et d'autres. Et biodiversité, c'est un terme qui à la fois permet de mettre l'homme au sein de la biodiversité, mais parfois l'exclut. C'est un terme en fait qui peut aussi faire autant de débats que les autres termes. Et en fait, on s'est rendu compte que ces mots-là s'adressaient à une certaine frange de l'humanité, enfin de notre modernité, et que c'était des mots qui parlaient, mais qui ne parlaient pas à tous. Pour vous expliquer ça, je pourrais reprendre un débat que j'ai fait dans une autre table ronde il y a maintenant une dizaine d'années de ça. Et il y avait Francis Allais à cette table ronde. Francis Allais, c'est un écologue très connu, spécialiste des arbres. C'est lui, pour ceux de notre génération, qui a inventé le radeau des cimes. Vous savez, ce radeau qui était posé sur la canopée des forêts tropicales. Et Francis Allais était bouleversé, et c'est un écologue passionné de nature, était bouleversé de la destruction de la biodiversité, en particulier des forêts tropicales. Et il avait eu l'idée de faire un film pour montrer comment la nature était belle, comment la biodiversité était belle, en disant mon film va créer un électrochoc et on va la protéger, la nature. Et ce film, il avait demandé à un réalisateur fort connu qui s'appelle Luc Jacquet. Donc normalement ça parle, celui qui a fait les histoires de pingouins. Les manchots, bien sûr. Moi, je suis géographe, je ne suis pas. Donc, et de faire ce film. Et donc, il parlait, et puis il disait, les gens, quand ils vont voir ce film, ils vont voir que la nature est belle et qu'ils vont vouloir la protéger. Et moi, je suis arrivé derrière, et je lui ai dit, très bien, fais ton film, mais si tu crois qu'on détruit la nature parce qu'on ne la trouve pas belle, si tu crois qu'il suffit de montrer que la biodiversité est belle pour la protéger, dans 10 ans, tu pleureras encore la nature, parce que on ne la détruit pas parce qu'elle est moche. On ne la détruit pas parce qu'on pense qu'elle est moche, on la détruit parce qu'elle rapporte de l'argent. Et la nature, en fait, un truc de base, c'est que la nature, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Le secteur primaire de l'économie, c'est le secteur de transformation de la nature qui permet au secteur secondaire d'exister, à l'industrie, et qui permet au secteur tertiaire d'exister, d'échanger des biens de l'industrie ou de créer de nouveaux services. La nature, c'est de l'argent. Soit c'est de l'argent en positif parce qu'on transforme la nature et on en gagne, soit c'est de l'argent en négatif parce qu'on protège la nature, et quand on protège la nature, on n'en gagne pas. Voire même, ça nous coûte de l'argent d'en protéger. Donc, nos termes d'environnement, de biodiversité, ils sont bien, de patrimoine, mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils parlaient à une frange de la société, très bien, qui était convaincue, sans doute, ceux qui sont dans la salle ce soir, mais qui avait tout un tas d'acteurs qui n'avaient rien à foutre. Ils gagnaient de l'argent à déboiser, à transformer la nature. En Amazonie, moi, j'étais impressionné. Les Brésiliens, ils sont à peu près aussi, enfin, plus écolos que nous, et il n'empêche que la forêt brésilienne, elle est détruite par quelques personnes. Et donc, il y a eu tout un débat, et au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte de l'importance de la nature pour nous, on a essayé d'inventer un autre concept pour remplacer ou pour compléter celui de biodiversité. Ce n'est pas tellement remplacer, mais de parler à d'autres personnes et de parler de services écosystémiques. D'ailleurs, monsieur de l'ARB en a parlé tout à l'heure. Mais comme il a eu un petit temps de parole, il ne m'a pas piqué mon discours. Donc, le service écosystémique, c'est une notion qui permet de dire les services que la nature rend à l'homme. Donc, les écosystèmes rendent à l'homme. Parce que ma voisine, je la sens bouillir, les profs de SVT, ils détestent qu'on parle de nature. C'est une vision qui est très anthropocentrée pour le coup. Complètement. Vraiment, Alors j'ai parlé de la nature qui est le service qu'elle rend à l'homme, et Francis Allais était outré de ça. Et d'ailleurs, il m'a dit dans ce débat, vous pouvez le voir, il est sur Internet, il m'a dit, monsieur, vous me donnez envie de vomir. Parce que si vous considérez la nature par rapport au service qu'elle rend à l'homme, vous avez une vision très anthropocentrique. Ma réponse à moi, c'était de lui dire, ok, je te donne envie de vomir. Mais dans ce cas-là, tu ne viens pas pleurer parce que ta nature, elle disparaît. Parce qu'on détruit la nature pour gagner de l'argent. Et à partir du moment où c'est ça, il faut qu'on admette le principe inverse. C'est-à-dire, si on détruit la nature pour gagner de l'argent, à la rigueur, il faudrait rendre payant la destruction de la nature. Et il faudrait essayer de compenser les destructions de nature quand elles ne sont pas impossibles. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la loi biodiversité, un des points centraux de la loi, c'est la compensation, c'est-à-dire de dire, très bien, tu veux faire ton autoroute elle va détruire tant d'hectares de bidule, et bien tant d'hectares de services que rend la nature, ben, tu vas compenser, tu vas payer pour restaurer ces hectares ailleurs. Donc du coup, pour votre poisson, là, vous pouvez essayer de récupérer de l'argent de la compensation écologique en échange de la destruction ailleurs. Après, d'abord, on essaye d'éviter, de réduire, et en dernier lieu, on compense ce qui n'est pas, évité et réduit. Mais non, mais c'est ça le principe, c'est ce qu'on appelle la doctrine ERC, éviter, réduire, compenser. Quand on a un chantier, on essaie d'éviter de détruire. Quand on est obligé de détruire, on essaie de réduire ce qu'on détruit. Et quand vraiment il n'y a pas de moyen, parce que sous l'asphalte, il n'y a rien, eh bien, on compense
ce qu'on a détruit. Et l'idée de biodiversité, elle est bien, elle parle à une frange de la population, peut-être la frange qui est ici ce soir, qui est conscientisée, mais il faut savoir que ce n'est pas cette frange-là qui détruit. Et à la rigueur, même si cette frange-là représente 95% de l'humanité, il n'empêche que tant qu'il y aura 5% de l'humanité qui gagnera de l'argent à détruire, ben, il faut s'adresser à eux aussi. Et des concepts ont été inventés pour s'adresser à eux, et des concepts ultra polémiques qui font vomir des écologues. Après, on ne détruit pas parce que c'est moche. Peut-être par contre que le fait de faire aimer peut quand même aider à préserver. Enfin, nous, on l'a vu aussi avec notamment, je pense au maire de la ville du Porche qui s'appelle Jésus Vega, qui disait voilà, on a besoin de faire aimer avant même de donner envie de préserver. Et je pense qu'on en discutera avec notamment peut-être Elke et Pierre Granger-Paderas, mais l'art, voilà, la pratique un petit peu plus sensible des choses peut permettre finalement d'aider à préserver, même si effectivement on détruit. On peut passer à votre voisin. Voilà, Olivier, on vient de parler des services écosystémiques. Est-ce que tu penses qu'on aimerait bien avoir ta vision de l'approche par service écosystémique pour parler aux acteurs du territoire? Et puis aussi que tu parles dans le cadre du Conseil de développement, quelles sont les missions du Conseil de développement sur ce sujet du patrimoine naturel? Bon, c'est deux choses vraiment bien différentes. Alors moi, j'ai une vision très utilitaire des services rendus par les écosystèmes. Et donc, comme Arnaud de Sastre n'a pas développé complètement, je vais pouvoir en parler un peu. Donc, pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, il y a eu une grande investigation qui a été faite entre 2001 et 2003, qui s'appelle le Millennium Assessment, qui était l'évaluation des écosystèmes par plus d'1 millier de scientifiques, alors beaucoup d'écologues, beaucoup d'économistes aussi. Et le résultat de ces travaux, qui sont traduits en français bien entendu et qui sont disponibles, ont consisté à décliner écosystème, grand écosystème par grand écosystème, les fonctions, les usages et surtout les services qui pouvaient être rendus. Alors évidemment, on est là en plein dans un système de regard que porte l'homme sur la nature, puisqu'on parle bien de services rendus par les écosystèmes. L'intérêt utilitaire que moi je vois de ces résultats, du résultat très pratique de l'ensemble de ces travaux qui couvrent plusieurs centaines de pages, résulte d'une grille qui est la grille des services rendus par les écosystèmes. Ces services sont dans plusieurs catégories. Il y a donc les services de production, les services de régulation, les services de production primaire, les services aussi qui touchent l'homme de manière plus directe, qui sont le récréatif, les loisirs, la symbolique dont on parlait tout à l'heure. L'intérêt d'avoir une grille comme celle-là, c'est qu'elle peut servir de base d'un travail qui est fait de manière collective. Alors, je parle de manière collective, c'est-à-dire que quand un sujet arrive sur la table, on va en prendre un au hasard, la création d'un parc naturel régional au Pays Basque, ou bien un autre sujet qui peut être, de manière beaucoup plus tenue, la création d'une piste, par exemple, sur les terrains agro-pastoraux du Pays Basque. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, ces grilles ont l'intérêt suivant, c'est que premièrement, on va se poser la question de savoir pourquoi le territoire qui est concerné pourrait être un écosystème. Bon, la définition d'écosystème, vous la connaissez certainement tous plus ou moins, c'est quand même l'ensemble des communautés qui vivent dans des milieux, voilà, dans lesquels on place l'homme. Donc là, l'homme est bien dans l'écosystème. Alors regardez ces territoires-là, je parle de territoire, qui est le regard que l'on pose actuellement sur les espaces. On va parler de la vallée des Aldudes, on va parler de l'ensemble de la montagne basque, par exemple. Regardez ces ensembles-là comme des écosystèmes, c'est déjà intéressant, ça permet d'échanger pas mal. Et ensuite, deuxième point, la grille, la fameuse grille dont je parlais, ça permet à chacun de se positionner par rapport aux services qui lui semblent les principaux services auxquels il tient, et entre parenthèses d'ailleurs aussi, ceux qu'il aimerait qu'ils soient transmis aux générations futures. Cet outil-là est un outil qui a été utilisé. Par exemple, vous trouvez sur les cas des zones humides,
des déclinaisons secondaires de grilles, donc avec des précisions, si vous voulez. Moi, je vous ai donné les grandes catégories, les 4 grandes catégories. Il y a des sous-catégories et des sous-sous-catégories, voilà, pour monsieur qui aime les sous. Et donc, l'utilité de cet outil-là, c'est qu'il permet, dans le cadre de rencontres entre des acteurs, ça peut être des associations, ça peut être des institutions, ça peut être des collectivités locales, ça peut être des représentants des activités économiques, ça permet à chacun de montrer quelles sont les priorités auxquelles il s'attache et de comprendre inversement quelles sont les priorités des autres. Bon. Alors je ne serais pas naïf pour penser que l'outil est parfait et qu'il permet de résoudre tous les problèmes, et en particulier certainement pas ceux de la forêt amazonienne et des extractions d'or, etc., et d'exploitation de la forêt. Mais c'est un outil qui mérite d'être employé, qui l'a été, qui a fait ses preuves et dont on a retenu finalement, puisque finalement dans le cadre de notre travail, alors je vais faire une parenthèse sur le travail auquel a abouti le chantier patrimoine naturel du Pays Basque au sein du Conseil de développement du Pays Basque, a été de définir 4 grandes catégories d'acteurs auxquels on devait adresser des propositions de pistes d'action. On en verra tout à l'heure quelques-unes, puisque une de ces rubriques, alors je vais commencer par celle-là, c'est celle qui concerne justement la relation entre les acteurs de la culture et les acteurs qui sont préoccupés par l'évolution et la gestion de la nature. Donc première grande catégorie, on y reviendra je pense tout à l'heure. Deuxième catégorie, mais qui est d'ailleurs plutôt la première, qui est la connaissance, et en particulier tout ce qui est nécessité de faire partager les résultats de recherche qui parfois sont éparpillés entre Toulouse, Bordeaux et ailleurs, et Pau, bien sûr, ou le Pays Basque Sud d'ailleurs, les faire connaître à l'ensemble des personnes qui sont intéressées, des gestionnaires du territoire. C'est aussi les démarches participatives sur lesquelles actuellement il y a un développement important, c'est-à-dire les démarches qui proposent à des citoyens de faire de l'inventaire, de participer à de la saisie de données, qui est vérifiée ensuite par la suite et qui permet de constituer des bases de données, qui ne sont pas l'abeille, mais qui sont d'autres types de bases de données. Troisième catégorie, qui est celle des collectivités locales et de l'aménagement. Donc on a établi un certain nombre de pistes d'action qui visent la prise en compte du patrimoine naturel par ces collectivités locales. Et dernière catégorie, c'est celle des activités économiques, et c'est celle dans laquelle on a souhaité que cette utilisation de l'outil service rendu par les écosystèmes soit choisie. Voilà. Alors la deuxième question, c'était quel est le rôle le conseil de développement, je ne sais pas, ça tombe peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe. Là. On est un peu comme l'agence régionale de biodiversité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une institution qui regroupe beaucoup d'acteurs, mais qui n'a pas de financement propre, en tout cas, dans la plupart des conseils de développement en France, qui sont une institution obligatoire qui accompagne tous les établissements publics à caractère intercommunal. Il se trouve qu'au Pays Basque, le Conseil de développement a été beaucoup plus actif et donc a réussi à obtenir des budgets et donc lancer un certain nombre d'opérations et des projets de territoire en particulier, et un agenda 21, mais que le rôle ne peut se limiter qu'à ça, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'institution regroupant des acteurs, et des acteurs qui ne sont pas des élus politiques, on est limité par les budgets, mais par contre, on a un autre avantage qui est celui de la transversalité et celui de se reposer sur des acteurs divers. Et donc, quand on dit, par exemple, que le chantier patrimoine naturel a occupé une centaine d'acteurs, vous voyez la richesse quand même de ce que l'on peut obtenir quand on n'est pas une DDTM, une DRAE, c'est comme ça qu'on dit maintenant, une DRAE ou une agence nationale de biodiversité. Voilà, donc juste quelques renseignements.
Et on peut dire aussi une grande force de proposition du fait de ces études. Alors, David Pénin, vous avez parlé du parc national, les missions dans le cadre d'un parc national. La mission principale qui est de protéger un patrimoine naturel, culturel et paysager. Vous avez des réglementations et vous accueillez aussi du public, faire aimer la nature au public, un public nombreux que vous recevez. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que c'est difficile? Comment vous menez tout cela? Quelles sont les actions que vous menez en faveur du public aussi? Les parcs nationaux sont finalement des lieux de grands paradoxes. Ce sont des lieux qui sont censés protéger la nature, protéger le territoire, protéger une nature culturelle en tout cas, mais ce sont aussi des lieux qui attirent fortement les touristes, les randonneurs. Et donc on est sans cesse entre ces doubles objectifs de protéger et d'accueillir. Le parc national des Pyrénées, c'est 1,5 million de visiteurs par an qui sont bien sûr attirés par ce label. Donc il convient de les accueillir dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Et aussi, il convient de veiller à ce que cette fréquentation n'altère pas la qualité de la nature, de la culture et des paysages. Pour cet accompagnement, en tout cas, il y a sur le terrain, dans les vallées, des gardes moniteurs dont les missions sont des missions effectivement de respect, de faire respecter le code de l'environnement, mais aussi de sensibiliser et d'accueillir le public. Donc cette mission-là, qui est une mission traditionnelle des gardes moniteurs, elle s'est développée depuis l'origine. Le parc national, c'est un vieil établissement qui a cette année 50 ans. On s'est posé la question effectivement de l'intérêt d'une approche culturelle, puisqu'on est un peu à cheval aujourd'hui entre ces deux patrimoines et au milieu de ces deux questions. Sachant que la culture, ce n'est pas que l'art, bien sûr. La culture, c'est un ensemble de relations qu'un individu établit avec ses congénères, son milieu, c'est des savoirs, c'est des savoir-faire. Ce n'est pas que des propositions artistiques. Voilà, c'est pas que la culture et le divertissement. C'est tout un ensemble de savoirs et de savoir-faire développés aussi par des populations locales par rapport justement à ces territoires. Mais puisqu'on parle un peu finalement d'art et de propositions artistiques, voilà, il nous a semblé en tout cas qu'on avait beaucoup interrogé les scientifiques, qu'on avait beaucoup interrogé les naturalistes pour faire connaître au public et faire apprécier au public la beauté de la nature, la qualité des paysages et la biodiversité, l'intérêt qu'elle représente pour la qualité de la vie, mais que finalement ces démarches avaient eu aussi leurs limites. Du coup, voilà, depuis quelques années, on essaie de développer avec des artistes locaux des propositions aussi en lien avec les patrimoines pour révéler finalement la qualité des paysages, révéler la qualité de la biodiversité. Il faut savoir que nous, parcs nationaux, notre histoire, elle ne vient pas des scientifiques, elle vient des peintres. Les premières lois de protection de la nature en France, ce sont des lois qui ont été proposées et initiées à la faveur des peintres à Fontainebleau, qui ont proposé à l'empereur Napoléon III de mettre en réserve
des séries artistiques de la forêt de Fontainebleau pour les protéger de la dégradation, et ces peintres finalement nous ont aidés à révéler et à protéger le paysage. La protection de la nature, elle doit beaucoup aux artistes. Elle doit plus aux artistes dans l'origine, même dans leur origine américaine. Hein. C'est des poètes et des peintres américains qui sont à l'origine du mouvement de création des parcs nationaux aux États-Unis. Donc il nous semble finalement aujourd'hui que de nous inscrire dans cette continuité-là, de faire appel aux artistes pour révéler un paysage, pour nous apprendre à le regarder, pour nous choquer, pour faire évoluer nos perceptions, c'est tout naturel et on s'y emploie finalement en renouant avec cette tradition un peu des origines, hein, qui fait qui a beaucoup, les artistes ont beaucoup donné pour la protection des sites, pour la protection des paysages, et on l'oublie beaucoup. C'est pas les scientifiques et c'est pas les naturalistes qui ont inventé les parcs nationaux, ce sont des peintres. Et je voulais, David Pénin encore, non, juste vous questionner. Voilà, le parc, c'est quand même un espace qui est réglementé, un espace protégé, voilà, où il y a des réglementations, notamment en matière de préservation de la biodiversité. C'est des espaces aussi où il y a beaucoup de pratiques culturelles. Est-ce que, voilà, sur le parc national des Pyrénées, il y a des tensions voilà, comment est-ce que ça s'oppose? Est-ce que ça se concilie? Comment vous travaillez aussi? Voilà, vous parlez de transmission des savoirs. Oui. Comment ces choses-là Alors, il y a bien sûr beaucoup de tensions. Il y en a peut-être un petit peu moins. Il y a beaucoup de tensions parce qu'il y a des conflits d'usage. L'État est venu à un moment imposer sur un territoire qui était habité et qui était occupé, sur lesquels on a fait des études, on a soutenu une recherche archéologique sur le cirque d'Anneau, donc c'est l'extrémité sud-est de votre région, c'est en vallée d'Ossau. Les chercheurs nous montrent que depuis 7000 ans, le pastoralisme a une influence sur ce cirque d'Anneau, sur cette vallée d'Ossau. Et donc, depuis 7000 ans, des pratiques et un paysage se construit sur cette vallée d'Ossau. Arrivé en 1967 au nom de l'État en disant voilà, nous gérons maintenant le cirque d'Anneau, et effectivement, ça peut poser des problèmes. Ça en a posé beaucoup. Le fait de, aujourd'hui, s'intéresser à la culture dans ce qu'elle a de plus profond, c'est-à-dire de ce que, finalement, les Ossalois, les habitants de la vallée d'Ossau, ont élaboré comme pratique, comme savoir, comme savoir-faire, comme rapport et comme représentation de leur environnement, je crois, a contribué à profondément renouveler pour nous la position de l'établissement. Voilà. Arriver en disant effectivement ce paysage et cette biodiversité-là sont intéressantes, vous avez contribué depuis 7000 ans et on vous aide aujourd'hui à maintenir cette biodiversité et ces paysages. Ça renouvelle quand même complètement le rapport au territoire, le rapport aux populations, le rapport aux professionnels de la montagne. Et ça met moins le parc en position de censeur et de donneur d'ordre dans une position un peu haute.